Merci. Merci beaucoup, Agnès. Merci pour l'invitation de venir échanger avec vous. Je vais essayer dans 2 heures de présenter un peu panorama de l'archéobotanique en Amérique, mais je ne vais pas réussir de faire tout. Donc, je parle de l'alimentation, l'environnement et rituels, mais en fait, je ne vais pas beaucoup parler d'alimentation parce que je pense que vous allez voir ça avec d'autres intervenants. Et moi, personnellement, je travaille plus sur l'environnement et certaines pratiques rituelles. Donc, l'Amérique, c'est une région que c'est difficile de parler dans 2 heures parce que c'est une région qui a une très forte diversité environnementale et culturelle. Donc, le continent américain est très grand et il y en a une étendue très importante nord-sud qui fait que ça passe plusieurs différentes latitudes. Et donc, il y a beaucoup de différentes zones climatiques et écologiques qui sont présentes. Des zones polaires, tempérées, continentales, des déserts et les forêts tropicales. C'est une biodiversité très conséquente, très complexe, qui fait qu'on peut étudier beaucoup de différents types de sociétés pour une diversité de questions de recherche. Donc, d'être archéobotaniste en Amérique, ça veut dire qu'on va choisir une zone, spécialité et éventuellement certains types de restes végétaux qu'on va se spécialiser. Mais ce n'est pas juste cette diversité des plantes à apprendre, c'est aussi une énorme diversité culturelle avec des sociétés, des chasseurs-collecteurs jusqu'à des États politiques ou des empires, avec énormément de différences linguistiques aussi, qui fait que il y a aussi cette énorme diversité qu'il faut maîtriser, et donc c'est mieux de trouver notre bout et être bien renseigné. C'est aussi une macro-région très complexe parce qu'on a au moins 4 centres indépendants de la domestication des plantes: la Mésoamérique, les Andes, l'Amazonie et le sud-est des États-Unis. Donc, c'est compliqué parce qu'on a certaines plantes qui sont domestiquées dans différentes régions, mais qui après sont échangées, diffusées, qui fait que on peut étudier des réseaux, des échanges, des mouvements des groupes à travers l'alimentation et ces questions des origines de l'agriculture et comment ça transforme les sociétés. Mais c'est complexe. Donc, ça, c'est une frise chronologique partielle des différentes régions majeures en Amérique avec des animaux et des plantes. En Amérique, c'est plus des plantes qu'on a domestiquées, mais il y a certains animaux. Et donc, avec des origines dans certaines régions, mais on voit qu'il y a des échanges complexes à travers le temps. Et donc, ça aboutit à 100 ans après Jésus-Christ. Et après, il y a des transferts, des échanges avec l'Europe qui complexifient encore plus la gestion des plantes et l'alimentation en Amérique. Donc, juste un rappel, je crois que vous avez déjà vu ça. L'archéobotanique, c'est une étude des plantes anciennes, mais pas pour comprendre les plantes, juste les plantes, c'est pour comprendre les sociétés à travers cette prisme de son environnement, la gestion de ses ressources végétales. Et donc, on peut parler de 3 grands axes. Déjà, l'alimentation, que je ne vais pas toucher trop aujourd'hui, mais on peut poser des questions: qu'est-ce qu'on mangeait? On peut se poser des questions sur l'accès de différents membres d'une société à différentes nourritures, parce que ça, c'est souvent quelque chose qui est marqueur de notre place au sein de la société. Et on peut poser des questions sur la subsistance et son impact sur la santé.
Est-ce qu'on mangeait bien? Est-ce qu'on avait tous les nutriments nécessaires? Et est-ce que c'était équitable au sein de la société ou est-ce qu'on voit des inégalités nutritionnelles? Un autre axe, c'est la reconstitution de l'environnement et sa gestion par des groupes humains. Donc, on peut se poser des questions sur le climat. Comment était le climat dans le passé? Est-ce que ça évoluait à travers le temps? Quelles plantes étaient présentes? Est-ce qu'on voit une évolution de la végétation? Et comment les humains ont utilisé ces plantes? Comment ils ont choisi ces plantes? Pour quels usages? Et est-ce que ça aussi a changé avec le temps? Et finalement, on peut se poser énormément de questions sur les utilisations des plantes au-delà des besoins quotidiens de nourriture, construction de l'habitat. Et donc, il y a beaucoup de différentes questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, je vais vous présenter des études de cas sur des pratiques rituelles qui impliquent certaines plantes. Donc, je vais relancer tout de suite parce que j'ai pas mal de diapos à montrer. Donc, on va commencer par l'anthropologie. Et l'anthropologie peut étudier la gestion du feu et le combustible nécessaire pour créer des feux. Et ça, c'est avec la société tarasque. Donc, pour montrer, ça, c'est le royaume tarasque qui se trouve en Mésoamérique, qui était contemporain avec les Aztèques. Les Aztèques sont mieux connus en général que les Tarasques par le grand public, mais ils étaient deux grands pouvoirs politiques qui parlaient des langues des familles différentes. Et les Tarasques étaient un des groupes, des rares groupes qui n'a pas été conquis par l'alliance triple aztèque pendant la période post-classique. Donc, ces royaumes existaient toujours, étaient indépendants à l'arrivée des Espagnols. Donc, juste rapidement, de donner une idée du mobilier tarasque qui sont connus pour ces céramiques polychromes, pour des pipes à fumer en céramique et pour des objets en cuivre. C'est une des rares sociétés mésoaméricaines qui maîtrisaient très bien la métallurgie, plus pour des ornements, pour des objets de prestige, mais ils étaient des métallurgistes très doués. Et ça, c'est juste pour donner un exemple de la construction monumentale. Ça, c'est le site de Tzintzuntzan, qui était la capitale des Tarasques pendant la période post-classique. Donc, à l'arrivée des Espagnols, ce site était toujours occupé. Se situe sur le lac de Pátzcuaro, qu'on voit au fond. Mais l'étude de cas que je vais vous présenter, c'est une étape antérieure. Parce que ça, c'est le post-classique récent. Je vais parler des post-classiques moyens, où on voyait justement Tzintzuntzan tout à l'heure. Et je vais parler plutôt de la capitale d'origine du royaume tarasque, le bassin de Sakapu, et le site de Malpais Prieto. Donc, c'est un site qui a étudié dans le cadre du projet Wakusecha, qui avait pour objectif d'étudier le début, la croissance de l'État tarasque, qui commençait à côté du bassin de Sakapu. Donc, on voit ici le site de Malpais Prieto, qui était occupé plus ou moins entre 1200 et 1400, avec des fouilles en cours là. Et c'est un site un peu exceptionnel, vous allez voir. Mais on avait prévu dès le début une étude anthropologique de ce site parce qu'il y a des choses, les aspects des Tarasques par rapport au feu et au combustible qui sont différentes que d'autres sociétés mésoaméricaines. Donc, on voulait savoir tout d'abord quelles étaient les essences qui brûlaient, parce que ça nous aide à comprendre certaines pratiques domestiques et rituelles, mais aussi le bois normalement est collecté à proximité, donc ça peut nous aider à comprendre le milieu à l'époque. On voulait savoir
si le bois utilisé, les essences étaient différentes selon le contexte. Est-ce que les jeunes ordinaires avaient accès au même bois que les élites, ou il y a des utilisations domestiques qui impliquent des combustibles différents que pour des rites publics? Et on voulait savoir quelles étaient les stratégies d'approvisionnement. Donc, est-ce qu'on ramasse à côté? Est-ce qu'on fait des parcours un peu plus loin pour certaines essences qui ne sont pas disponibles, peut-être pour des utilisations spéciales? Et comment ça a été organisé au sein de la société? Et on voulait savoir si ces pratiques sur le feu et le bois de feu avaient un impact sur l'environnement autour du site. Est-ce qu'ils ont géré bien les zones boisées? Est-ce que ça impliquait une déforestation et un changement du paysage? Voilà, donc beaucoup de questions. Bon, une des raisons pour lesquelles on était tellement intéressé par le feu et le bois à ce site Tarasque, c'est parce qu'on a pas mal d'informations ethno-historiques sur cette société grâce à la relation des Michoacán. Que c'est un document qui a été réalisé par un frère franciscain avec des membres de la noblesse de les Tarasques rencontrés par des Espagnols dans les 20 ans à peu près après la conquête. Donc, c'est des informations assez courantes et détaillées. Et donc, il y a différentes parties de la relation, mais c'est la troisième partie qui nous intéresse plus parce que c'est une présentation des différentes pratiques ethnographiques et ça parle de l'arrivée des Espagnols dans la région. Donc, on voit dans la relation des Michoacans qu'on parle beaucoup du feu et du bois. Là, c'est une folio qui montre les différentes guildes de travailleurs au sein de la société. Et il y avait une guilde des bûcherons qui est indiquée que c'était un métier important. Dans la relation des Michoacans aussi, on parle de le roi, Lacasonsi, qui est là et qui a la responsabilité primaire de faire venir du bois pour faire des feux au dieu Kurikaweri, qui était le dieu du soleil, de la guerre et du feu. Et donc, ça, c'est le truc le plus important qu'il fallait faire, c'était de faire venir du bois pour qu'il y ait toujours des feux qui brûlent devant les temples pour Kurikaweri. Ensuite, on voit certaines pratiques qui impliquent le feu et le bois. Donc, il y a des funérailles ici, des élites qui pratiquaient l'incinération, c'était très important, mais que pour les élites. Et on a des différentes représentations de las casas de los papas, qui sont des grandes maisons, des temples, où on trouve soit devant, soit à l'intérieur, des grands foyers où on parle des feux, ces feux cérémoniels, qui sont alimentés par le bois obtenu par le roi, à l'honneur de Kurikaweri. Et on voit qu'il y a des choses qui se passent dehors pendant les rituels. Ça, c'est un autre exemple, cette fois d'un guerrier qui pratique un rituel en un foyer similaire qui est devant le temple. Et il y a énormément de références à la collecte du bois dans la relation des Michoacans comme une manière de clôturer une cérémonie, de clôturer une réunion politique. Donc, il semble que le feu était quelque chose qui était très présent et la collecte du bois était une préoccupation omniprésente. Et on voit même aujourd'hui des pratiques pour les peuples Purépecha, qui c'est le nom propre des descendants des Tarasques, qui fait différentes activités. Et ça, c'est un exemple de Wahukoa, que c'est le jeu de bol traditionnel, que c'est assez connu pour la Mésoamérique, mais ils ont une variante un peu différente,
où ils jouent avec une balle en bois qui est imprégnée de l'essence et allumée, et on joue avec des bâtons. Et ça fait une réplique de le parcours du soleil pendant la journée. Donc, il y a un aspect rituel. Et il faut que la balle soit faite avec le bois de colorine, qui a des fèves, des graines rouges et des fleurs très coloriées qui simulent aussi les flammes. Donc, on comprend que par rapport aux autres sociétés mésoaméricaines, le feu a une importance un peu particulière pour les Tarasques. Donc, pour voir un peu le site, la zone de l'étude. Donc, on est dans le bassin de Sacapú, qui, à l'époque préhispanique, il y avait une grande lac là, mais qui a été drainé pendant la période coloniale. Il y a un petit vestige de lagune de Sacapú qui est toujours là, qui est alimenté par des sources. Mais les sites sont plus dans le milieu de l'époque. Ils sont ici, à l'ouest, dans un milieu un peu particulier, parce qu'ils sont installés sur une coulée de lave très, très grande qui s'est formée à un moment entre 900 et 1000 de notre ère. Donc, c'est assez récent. Ça a interrompu l'occupation de cette zone quand ça s'est formé. Mais apparemment, les gens n'ont pas été très dépassés. Ils se réinstallaient assez rapidement parce qu'on commence à avoir, à partir de 1100-1200, des grands sites urbains qui sont installés sur cette coulée de lave, dont on va parler aujourd'hui de Malpais Prieto, qui est le plus récent et le plus petit à 35 hectares, mais le plus densément peuplé. Donc, on voit, c'est un plan des différentes structures et places et chaussées qui sont aménagées dans le coulée de lave. Donc, on a environ 1500 structures qui ont été enregistrées. Donc, c'est vraiment une ville. On a des chemins, on a des routes pour traverser avec des quartiers dont on n'a pas pu fouiller tout parce que c'était énorme, mais on a fait un échantillonnage d'un quartier de résidence commun, donc des petites maisons du genre ordinaire, une maison d'élite qui se trouve à côté d'un secteur des zones d'architecture monumentale publique et une grande place. Et donc, pour étudier le bois, on a fait des prélèvements dans les foyers domestiques et aussi dans les foyers publics. Les foyers domestiques sont dans les maisons, les foyers publics sont, comme on a vu dans les dessins à Tarasque, des foyers circulaires qui se trouvent dans des places publiques, souvent devant des temples ou des pyramides. Une chose qui est importante de comprendre de ce site, donc, qui était occupé quelque part entre 1200 et 1400, c'est qu'à la fin, il y avait un abandon organisé. Donc, c'est un site où on a décidé, on a programmé, on a décidé qu'on va partir, on va prendre nos affaires avec nous. Et je vais montrer tout à l'heure, on a très probablement fait des rituels de clôture pour être sûr que personne va réutiliser cet espace et on va tuer le pouvoir qu'on a, cet endroit a été imbué avec un certain pouvoir de notre société. On va faire en sorte que ça c'est plus disponible aux autres. Mais donc, pour le côté environnement, c'est une étude intéressante parce que comme les coulées de lave sont très récentes, on voit ici un secteur du Malpais qui n'a pas été occupé.
Et ça, c'est très typique. Il n'y a presque pas de végétation parce que c'est des rochers. Et c'est parce que 1000 ans, ce n'est pas assez de temps pour ça de devenir du sol, de se transformer en sol, de faire de pédogénèse. Donc, il n'y a presque pas de plantes. Il y a des petites plantes qui poussent un peu, mais c'est des graines qui sont amenées par le vent ou par des oiseaux. Ce n'est pas une végétation très importante. Par contre, quand on va dans un secteur du Malpaís qui a été occupé, on a une végétation très dense, très verdoyante, et c'est tout anthropique. C'est parce que les habitants de ces sites ont amené du sol et des plantes, ils ont créé la végétation et on voit des vestiges aujourd'hui, même après l'abandon. Donc, c'est intéressant d'étudier la composition de cette végétation dans le passé parce que tout est géré par ces groupes, c'est pas naturel. Donc, pour comparer, heureusement pour nous, on a une autre richesse de données à côté de l'ethnohistoire, c'est les travaux botaniques qui ont été menés dans ces mêmes régions par un botaniste français, Jean-Noël Lebas, dans les années 80. Et donc, il nous aide à comprendre où se trouvent les différents arbres et des arbustes sur ces paysages, qui peut nous aider à interpréter les différentes essences qu'on trouve dans les foyers, dans les dépotoirs, pour savoir si ça vient à proximité du site ou ça vient de plus loin. Et on voit donc si les zones de site, à côté du site, sont des zones, soit des plantes, des prairies ou des zones, des plantes comme des acacias, des plantes épineuses adaptées à des zones perturbées et sèches, ou ces forêts tropicales caducifoliées, qui est un mélange des différentes plantes épineuses ou des essences tropicales. Donc, si on voit des charbons de ça, on sait qu'ils ont cherché du bois à côté du site. Et pas trop loin des sites, en fait, aujourd'hui, c'est juste à côté, on trouve des forêts du chêne mélangées avec des arbousiers, qui donc sont des bonnes essences, qui ne sont pas très loin. Et finalement, quand on monte en altitude, on arrive à des forêts composées des pins, du sapin, des picéas, qui donc, si ces essences sont présentes au site, on sait que si les conditions sont similaires dans le passé, qu'ils ont dû aller un peu loin pour les récupérer. Et c'est intéressant ça parce que dans les relations de Michoacán, la seule essence qui est nommée pour les feux rituels qui gèrent le roi, c'est avec du pain. Donc, c'est une essence qui vient de loin. Alors, j'ai des exemples des sites, des maisons qu'on a fouillées pour faire des prélèvements. Donc, ce sont des petites maisons ordinaires qui ne sont pas très grandes, qui sont rectangulaires, aménagées dans les coulées de lave et tous les sols qu'on voit là, ce n'est pas naturel, ça a été apporté et bâti pour former des terrasses pour l'habitat. Et dans chaque maison, il y a un foyer, en général au milieu de la pièce. Donc on voit le foyer ici avec des pierres autour. Et donc on a réalisé des prélèvements dans les foyers. Et à l'extérieur des maisons, il y a des zones dépotoirs où on trouve des céramiques, des déchets de la maison. Et donc, on a fait des prélèvements là aussi pour essayer de récupérer, par exemple, les vidanges des foyers qui peuvent s'accumuler en dehors de la maison. On a fait des opérations similaires dans les zones résidentielles. Donc, on voit, on n'a pas encore commencé à fouiller, mais il y a une grande maison. Unité résidentielle des élites là, et ça c'est un yakata, une pyramide de temple qui n'a pas encore été fouillée et restaurée. Mais quand on a commencé à regarder les fouillés dans les maisons, on a vu des évidences de cet abandon planifié. Parce que
dans certaines maisons, les pierres de foyer ont été complètement arrachées et on ne les trouve pas sur place. Ou dans ce cas de c'est une maison ordinaire, on voit que c'est très typique. Il y a 3 pierres qui forment un trépied qui ont été cassées intentionnellement pour qu'on ne peut plus utiliser ces foyers. Et donc, c'est un geste de clôture rituelle pour tuer le pouvoir du foyer et qui nous indique que c'est considéré, même dans les maisons ordinaires, un endroit d'un pouvoir particulier. On a également réparé par prospection un certain nombre des foyers circulaires très grands qui apparaissent dans les zones publiques devant les temples où on a fait des fouilles d'un seul parce que on n'avait pas le temps de fouiller plusieurs. Donc celui-là a presque 4 mètres de diamètre et qui ressemble des foyers, donc juste pour une comparaison, dans d'autres parties de la Mésoamérique où on pratique toujours certains rituels liés avec des éléments de la religion précolombienne. Et donc, on pense qu'il y avait une fonction probablement très similaire. Il y avait des études archéomagnétiques réalisées sur ce foyer qui nous montrent que ça a été brûlé à des températures à plusieurs épisodes. Donc, ça a vraiment fonctionné comme un foyer. Et donc, peut-être ça ressemble, c'est ça qu'ils essaient de représenter ici avec cette version dans le temple, mais le même genre de foyer qui est utilisé pour des rituels. Donc, on a réalisé ces prélèvements et les flottations, mais on a un problème. Il n'y avait pas de charbon nulle part dans les foyers. Parfois, ça arrive parce qu'on fait des vidanges. Pas de dépotoir. Dans ces grands foyers qui ont été brûlés, il n'y avait rien. Donc, j'ai dit, mince, parce que ça fait ma partie de ce projet et je ne vais rien faire. Mais 3 jours avant la fin des fouilles, on était en train de fermer, de faire nos valises. On a trouvé une énorme cache des cendres et des charbons à côté d'une des maisons, les maisons où j'ai montré le petit foyer au milieu, où on a passé tous les jours, on a mis toutes nos affaires. Et dans le rocher volcanique qui est à côté, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite fissure et qui était scellée avec de la boue et des petites pierres. Et on a commencé à fouiller, de l'ouvrir, on a découvert cette concavité-là qui était pleine de plus que 100 litres de déchets, des cendres, des charbons, quelques morceaux de céramique, des lames en obsidienne, pas beaucoup, mais quelques-uns. Et donc, on a tout prélevé pour réaliser l'étude. Et après ce moment-là, dans des campagnes postérieures, on s'est rendu compte qu'il y a plein de ces endroits dans le site. Il y a plein de ces caches et parfois avec des restes phoniques aussi. Et que tout ce qui est organique, des déchets, n'est pas mis dans les maisons, ne laissé dans les maisons, ni des dépotoirs, mais sont cachés dans ces cavités, essayés très soigneusement pour qu'on ne voit pas. Donc, ça nous pose beaucoup de questions sur l'importance de ces feux, des feux dans les zones publiques, mais aussi des feux dans les maisons, qu'ils ont une importance où on ne peut pas les jeter, les résidus n'importe où pour n'importe qui de les découvrir. Donc, on a trouvé ce comportement intéressant. Et après, j'ai pu analyser les charbons. Donc, je vais mettre quelques photos des différentes essences retrouvées pour essayer de comprendre comment était le milieu autour du site et comment on a géré
la collecte de bois. Donc, dans ce cas-là, je peux parler que des maisons ordinaires, pas des élites. Mais ce qu'on trouve, c'est qu'il y a des essences comme le copal et le ceiba qui poussent à côté de Malpaïs. Je trouvais aussi du chêne et de abusier et de Arctostaphylus qui sont des arbres et des arbustes qui poussent ensemble dans des bosquets à côté du site aujourd'hui. Et ensuite, j'ai trouvé pas mal du pin. Donc, c'est un conifère qui n'est pas présent aujourd'hui autour des sites. Il faut aller dans les montagnes, un peu plus loin, pour l'obtenir parce que c'est un arbre qui pousse à l'altitude. Mais donc, c'était intéressant parce qu'on trouve qu'il y a du bois qui vient du côté et du bois qui vient de loin, tout mélangé dans ce dépôt d'une maison ordinaire. Alors, donc, quand on quantifie au total, on voit qu'en fait, le pin et le chêne sont des essences majoritaires qui n'est pas forcément complètement culturel parce qu'ils sont des essences aussi qui se conservent très bien. Mais ils sont beaucoup présents. Et quand on commence à regarder la répartition stratigraphique, parce que c'était difficile, on a fait des datations de radiocarbone, mais on n'a pas pu vraiment déterminer avec une chronologie absolue la séquence avec les dates de ce dépôt, mais on peut proposer qu'il y a une phase au début de cette occupation de cette maison où c'est principalement composé du chêne et du pin dans des proportions assez similaires. Il y a une partie au milieu où on voit que la présence de pin est peut-être un peu plus importante, mais c'est toujours du chêne et du pin. Mais on commence à voir, on a toujours on commence à voir des présences des plantes de cette forêt tropicale caducifoliée qui pousse à côté du site et que beaucoup de botanistes pensent que est le résultat de la dégradation des forêts de chênes. Donc, on coupe des chênes pour, par exemple, cultiver la terre, pour ouvrir ce qui pousse après, si on ne continue pas à les nettoyer, c'est cette forêt tropicale. Donc, ça commence à apparaître. Et aussi, il y a des déchets agricoles probablement. C'est probablement des tiges de maïs qui sont présents. Mais vers la fin de la séquence, on voit que du coup, le parti représenté par la forêt tropicale, qui est dominante sur le site aujourd'hui, devient très importante. Et il y a beaucoup moins de chênes et il y a plus en plus de déchets agricoles qui sont présents, qui suggère qu'il y a une diminution des forêts de chênes autour du site et plus en plus de cette forêt tropicale qui est éventuellement une marqueur de dégradation, de surexploitation du milieu autour du site. Donc, pour conclure là, ce qu'on a vu avec la confrontation des données de prospection, des fruits, des études anthropologiques et des prospections végétales, c'est que les structures de combustion sont très abondantes sur le site. Donc, il y avait du feu tout le temps à Malpaís Prieto. Et je n'ai pas parlé de ça, mais on a fait des études micromorphologiques des foyers aussi, étudier des microlames. Et on peut voir que ces foyers étaient régulièrement remodelés, entretenus. Donc, ils étaient utilisés constamment.
il y a une différence entre les foyers domestiques qui sont toujours rectangulaires au carré et les foyers dans les zones publiques qui sont toujours rondes, qui est peut-être lié avec leur utilisation. Et on trouve que ce qui est typique, c'est le bois dans le contexte ordinaire étudié était obtenu à proximité. Donc en général, on ne fait pas des efforts pour chercher du bois quotidien. On cherche les essences qui sont à côté, qu'on en fait d'autres activités dans notre quotidien. Mais il y avait aussi, par toute cette séquence, accès au pain, que c'est une essence qui, aujourd'hui, n'est pas très, très proche du site et qui n'est pas évoquée dans la relation des Michoacán comme une essence pour les activités quotidiennes. Ça fait partie des pratiques rituelles, mais donc ça soutient certaines idées de plusieurs chercheurs que les feux domestiques étaient utilisés aussi pour mener les rituels dans les maisons. Et donc, cette collecte des cendres de bois qui était cachée dans le rocher et cette destruction des foyers pendant l'abandon nous suggère encore plus que le feu, pas simplement le feu, mais les résidus après étaient très importantes pour les habitants de Malpais Prieto et donc méritaient un traitement spécial. Donc, on a toujours des questions. Est-ce que on ne sait pas si les foyers extérieurs, on n'a pas beaucoup des indices pour l'instant sur les utilisations, mais est-ce que ça faisait partie des rituels publics comme on voit dans la relation des Michoacán? Et est-ce que les foyers intérieurs avaient aussi peut-être des utilisations au-delà de la cuisson et d'allumer la maison? Donc, il y a un lien, cette opposition entre public et domestique, entre ordinaire et rituel, c'est peut-être pas, c'est un peu faux pour les terrasses. Et il faut qu'on réfléchisse, repenser nos modèles pour comprendre ces activités. Bon, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non? OK. Bon, donc je vais maintenant faire une autre étude de cas, un peu différente. En fait, c'est toujours sur le rituel, mais je ne vais pas parler du bois, là. Et je vais changer de l'ère chronoculturelle. Et donc, je vais parler du sacrifice animal et une étude que j'ai réalisée avec des collègues et de savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre des pratiques de sacrifice animal à travers l'étude des restes microscopiques. Alors, donc ça c'est une étude qui a été menée au site de Huanchaquito, Las Llamas, qui se trouve sur le côte nord du Pérou. Et c'était un projet qui a été réalisé dans le cadre du projet ANR Cameland, qui a été mené par Nicolas Gobfer de l'UMR Archéologie des Amériques et Élise Dufort du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Donc Nicolas, c'est un archéozoologue et Élise Dufort, c'est une archéochimiste. Et donc, on a étudié des restes exceptionnels d'un site où on a lieu plusieurs sacrifices des camélidés et des humains, et qui a été publié dans Latin American Antiquity, si vous voulez regarder après. Donc, ce site se trouve sur la côte, et donc, c'est un site qui date de la période Chimú, donc plus ou moins entre 900 et 1470 après Jésus-Christ. Et c'est un site où on a trouvé apparemment un endroit important où on a réalisé des rituels de sacrifice entre 1400 et 1450. Et on trouve des restes de 137 enfants
3 adultes et plus que 200 camélidés juvéniles et un lamar adulte qui ont été mis à mort et ensuite organisés dans des fardeaux comme ça. Et grâce aux conditions très arides de cette zone désertique, très bien conservées, momifiées par l'aridité. Donc, ça fait que les os sont conservés et pour les animaux, pour les camélidés, donc on a les os, on a la peau avec les fourrures. Donc, on peut étudier les poils, on peut savoir quelle couleur il était. On a pu réaliser des études isotopiques sur des os et sur des poils pour savoir, avec des isotopes stables, de savoir qu'est-ce que ces animaux ont mangé. Et donc, autre chose qu'on a arrivé à récupérer de certains de ces animaux, on a pu récupérer le contenu des intestins et des fesses, qui fait que, bon, c'est pas très beau, mais c'est intéressant parce qu'on peut savoir qu'est-ce que chaque animal, individu, a mangé dans environ les derniers 2 jours avant de mourir, avant d'être sacrifié. Et aussi, dans les fesses, ça peut éventuellement avoir une durée un peu plus longue. Mais donc, on peut savoir plus ou moins qu'est-ce qu'ils ont mangé dans les 2-3 jours avant d'être sacrifiés, un par un. Et donc, ça, c'est des données très intéressantes parce qu'il y avait des études réalisées isotopiques sur les os et les poils pour savoir globalement dans leur vie quel était le moyen des différentes plantes que les camélidés ont mangées. Mais c'est une synthèse. Donc, c'est le moyen de toute leur vie. Et là, on peut savoir, avant ces rituels, est-ce qu'ils ont mangé quelque chose de particulier lié avec les rituels ou est-ce qu'ils ont juste pâturé comme des camélidés normaux? Donc, ces rituels, c'est quand même un peu particulier parce que c'était des enfants et des camélidés. Une quantité importante. Il y avait un article National Geographic où il y a un artiste qui a fait une reconstitution, une proposition pour ces rituels. Et donc, on pense que c'était un sacrifice en masse, éventuellement pour essayer de demander un changement climatique. Que c'était une période de El Niño, donc cette période où il y a des précipitations très fortes. Les précipitations sont bien pour l'agriculture, mais quand on a trop de pluie, c'est pas bien parce que ça provoque des érosions, ça va enlever des plantes et donc c'est aussi mauvais d'avoir trop de pluie que pas assez. Et donc, les chercheurs pensent qu'il y a des évidences des dépôts sédimentaires qui le fait croire que c'était une période très forte de El Niño qui se passait à ce moment-là. Et on a sacrifié ces enfants et ces camélidés juvéniles comme pour demander aux dieux d'arrêter de faire la pluie. On sait que ces enfants étaient des garçons, des filles, des bas âges, qui venaient par des études isotopiques de beaucoup de différents endroits. Et la même chose pour les camélidés. Donc, ce n'était pas un troupeau spécial qui était élevé pour ça. C'est comme peut-être différents secteurs ont envoyé leurs enfants et des camélidés pour faire partie de ce sacrifice. Donc, il y a beaucoup de différents aspects de ces rituels qu'on peut étudier, mais nous étions intéressés par les camélidés pour savoir justement ils venaient d'où,
Et les questions d'alimentation au début étaient plus liées de savoir s'ils étaient élevés sur place ou ils venaient d'ailleurs. Mais les résultats nous ont appris d'autres choses sur la gestion de ces animaux. Donc, on voulait savoir quelles étaient les plantes consommées, s'ils sont des plantes locales, qui viennent d'ailleurs, c'est un pâturage sauvage ou s'ils ont été donnés à manger des produits agricoles. Et donc, bon, j'ai dit un peu les trois dans les mêmes phrases, mais donc, on voulait savoir l'origine de ces animaux. Et donc, pour faire ça, on a... j'ai pas changé le nom. Bon. On pensait étudier des micro-restes végétaux qui étaient conservés dans les intestins et les crottes. Donc, même s'il y a des acides et des processus digestifs qui sont un peu forts, il y a des micro-restes végétaux qui peuvent survivre et nous donner des pistes sur qu'est-ce que chaque animal a mangé. Donc, pour faire ça, on a dû réaliser trois différentes activités. Donc, d'abord, on a dû constituer une collection de références, des phytolithes et des amidons qui viennent des plantes actuelles sur le côte du Pérou et des vallées à des moyennes altitudes. Donc, il faut faire une collecte des plantes avec des botanistes, avec des étiquettes de toutes les plantes qu'on peut observer. Et ensuite, je vais montrer des préparés en laboratoire pour extraire les phytolithes et les amidons. Et ensuite, on a fait des études des prélèvements archéologiques, des phytolithes, où il y avait une trentaine des échantillons étudiés, qui sont en train d'être étudiés. Mais surtout pour les graines d'amidon, on a étudié 11 échantillons de 11 animaux différents. Donc, un petit mot sur ces micro-restes expliqués. Donc, les graines d'amidon sont des petites cellules qui sont présentes dans toutes les plantes, mais dans certaines plantes sont très abondantes et nous permettent d'identifier l'espèce qui est présente. Donc, ils ressemblent à ça. Donc, ils sont des cellules de stockage d'énergie de la plante. Et donc, ils ont des formes qui sont variées, qui peuvent être rondes, peuvent être plus carrées, avec une île, c'est comme un noyau au milieu, et des différentes lamelles, mais qui peuvent se présenter de manières un peu différentes selon l'espèce de plante. Et on les étudiait au microscope. Ça, c'est avec des lumières normales, et ça, c'est avec des lumières polarisantes qui permettent de ressortir cette structure, le croix d'extinction, qui est toujours présent dans les graines d'amidon. Il n'est pas présent dans d'autres petits objets microscopiques qui peuvent être présents sur la lame et nous aident à confirmer que c'est vraiment un granule d'amidon. Okay. Comme j'ai dit, les granules d'amidon sont présents dans toutes les parties de la plante, mais les amidons qui sont utiles pour les identifications se trouvent plus souvent dans les structures de stockage d'énergie, donc dans les fruits, comme dans les bananes, dans les tubercules, ils sont très, très, très présents, et aussi dans les grains de céréales. Ensuite, on a aussi étudié les phytolithes. Donc, les phytolithes sont à peu près de même taille comme les amidons. Ils sont des petites particules de silice qui se forment dans les cellules des plantes et qui donc gardent la forme des différentes cellules et qui peuvent être utilisées
parfois d'identifier le taxon des plantes, quelles plantes étaient plantes cultivées, plantes sauvages, mais aussi, comme ils forment des cellules, de savoir quelle partie de la plante était mangée, des feuilles, des tiges, des graines, etc. Donc, si on comprend l'anatomie microscopique des plantes, on peut faire un peu de sens de toutes ces différentes particules. Et donc, rapidement, jusque les phytolithes se forment dans les différentes parties de la plante avec des silices géologiques, le quartz qui est présent dans le sol, qui est présent dans l'eau, la plante va prendre avec ses racines. Et ensuite, l'eau est tirée vers des feuilles pour faire, par exemple, la photosynthèse et déposée dans des cellules. Et pendant la photosynthèse, on a une évaporation d'eau qui, donc, le silice va rester piégé dedans et va se précipiter et garder la forme de la cellule où il se trouvait ou les espaces entre les cellules. Et donc, on les récupère quand la plante est morte ou brûlée ou mangée, et après, on peut les étudier. Donc, juste pour vous montrer un peu comment on travaille en laboratoire, ça fait une étape de la constitution de la collection de référence. Donc, on a des plantes qui ont été collectées, mises dans des séchées, mises dans des sachets, et ensuite, on va les prendre, on va les peser, on va les couper dans des petits morceaux, et on va les emballer dans des enveloppes en papier d'aluminium. Et ensuite, on va les mettre dans une four à mouffle et les brûler. Mais comme les plantes sont dans les enveloppes de papier aluminium, ils ne vont pas brûler complètement, c'est une combustion contrôlée et ça va laisser juste des cendres qui contiennent plein de phytolithes. Parce que le phytolithe est inorganique, c'est un peu comme des grains de sable, donc le feu n'est pas nocif et on peut récupérer ces petites poudres et les mettre sur des lames et les observer au microscope pour comparer avec les spécimens archéologiques. Pour les granules d'amidon, les graines d'amidon, on a des différentes méthodes de préparation pour la collection de référence. C'est un peu plus simple qu'avec des phytolithes. Donc, on a, si c'est des graines, comme des grains de céréales, on peut juste les broyer le plus fine possible. Et après, on va les mettre directement sur une lame ou des poudres très fines. Et on peut les observer au microscope. Ou si des tissus mous comme des tubercules, comme des pommes de terre notamment, il faut juste couper un tout petit morceau et le frotter contre la lame parce que c'est très très riche en amidon et des petits granules d'amidon vont être déposés sur la lame, mettre des petites lamelles et après c'est prêt à regarder au microscope pour des comparaisons. Donc ça c'est la collection de références. Pour travailler sur des échantillons archéologiques, c'est un peu plus complexe. Donc, on va broyer le contenu intestinal, les fesses et faire une poudre. Et après, on va dans un labo de chimie où on va faire une série de traitements. C'est un peu comme pour le pollen, où on va faire une série de traitements chimiques qui détruisent tous les autres éléments qui sont présents dans l'échantillon jusqu'à on a
juste l'amidon qui reste, ou presque que l'amidon qui reste. Il faut faire ça, on ne peut pas faire comme pour la collection de référence parce que s'il y a trop d'autres choses dans l'échantillon, on n'arrive pas à observer des amidons. Donc, il faut les isoler et concentrer. Donc, on fait plusieurs différents traitements chimiques. À chaque fois, il faut le mettre dans les centrifugeuses pour concentrer le sédiment archéologique, ou dans ce cas-là, le contenu des intestins. Et après ces traitements, on va les rincer et on a une liquide à la fin qu'on peut monter sur la lame et étudier au microscope, comme des phytolithes, un microscope avec des lumières normales et des lumières polarisantes, entre des grossissements de 100 et 600, parce que comme ils sont petits, on a besoin d'observer en détail et aussi de pouvoir de faire des rotations parce qu'il faut les regarder en 3 dimensions. Donc, ce n'est pas comme une image en 2D. Il y a plusieurs éléments sur toute l'anatomie qu'il faut observer. Donc, on a commencé avec ces échantillons, notamment ces 11 camélidés qu'on a étudiés pour l'amidon. Il y avait d'autres échantillons où on a ciblé des phytolithes, mais cette étude n'est pas encore aboutie. Donc, je vais parler juste des échantillons traités pour l'amidon, mais où il y a des pollens et des phytolithes présentes, mais pas forcément dans les grandes quantités, parce qu'ils n'étaient pas les produits ciblés avec le traitement. Mais on trouve énormément de ces phytolithes qui sont des bulliformes. Donc, les bulliformes sont des cellules qui sont présentes dans les graminées, dans l'herbe. Donc, on ne peut pas dire quel type de graminée, mais on ne sait pas, ça ne vient pas des arbres, ça ne vient pas des arbustes. Et ce sont des cellules qui sont dans les feuilles des graminées qui aident pour les feuilles de s'ouvrir ou fermer dans des conditions d'aridité ou humidité. Donc, on peut savoir qu'ils mangeaient de graminées. Ce n'est pas étonnant, c'est assez typique. Mais on a trouvé quelques phytolithes qui montrent un peu plus de détails sur les graminées mangées. Donc, on a ce qui s'appelle des cellules courtes qui sont présentes dans toutes les graminées, dans les feuilles, mais selon les milieux, il y a certaines formes qui sont associées avec certains types de graminées en fonction de l'aridité et la température du milieu. Donc, dans ces milieux-là, on voit ces phytolithes avec la forme de sel, qu'on voit ici ou ici, qui sont typiques de ce qui s'appelle des tribus chloridoïdées des graminées, qui, pour ces milieux, sont des graminées sauvages. Ce n'est pas le maïs, ce n'est pas des graminées cultivées. Ou ça peut être des bambous, parce qu'il y a des espèces de bambous qui sont indigènes aux Amériques, qui sont différentes que les bambous en Chine. Ce n'est pas des grands bambous, ce sont des petits bambous, mais qui sont des indicateurs des conditions, donc c'est des plantes sauvages et des conditions plutôt frais et humides. Mais ce qui est important, c'est qu'on a trouvé aussi un autre type de cellules courtes, c'est des bilobés qui ressemblent à des optères et qui sont indicatifs des poacées du tribu Panicoideae
qui sont des graminées adaptées à des conditions chaudes et humides, dont le maïs est une graminée panicoïdée. Et ils ont ça peut être produit par des panicoïdés sauvages aussi, mais là, il a une morphologie et des mesures qui sont plus associées avec le maïs. Donc, c'est une plante cultivée. Donc, ces camélidés mangeaient du maïs aussi. Et on a trouvé juste quelques exemples d'autres types de phytolithes. Ce sont des cellules, des poils végétaux microscopiques. Et ça, c'est une partie d'une autre plante sauvage qui montrait qu'ils mangeaient un mélange des plantes cultivées, plantes sauvages. Et ça, c'est un grain de pollen très, très dégradé, mais qui est probablement du maïs. C'est collapsé. Normalement, c'est ronde et il y a ces pores-là. Et donc, la taille et la morphologie est typique du maïs et pas d'une graminée sauvage. Donc là, c'est pas forcément étonnant qu'il y avait un pâturage, mais le maïs, on posait des questions sur s'ils ont mangé juste du maïs, ils étaient pâturés dans les champs de maïs, ou s'ils étaient donnés à manger spécifiquement avant le sacrifice, un repas où il y avait du maïs. Et donc ça, c'est où les granules d'amidon sont utiles parce que les phytolithes peuvent venir des feuilles, peuvent venir des tiges des plantes, mais les granules d'amidon du maïs viennent des grains. Donc il n'y a pas de confusion là. Et on a noté, il y a les grains d'amidon les plus fréquents étaient le maïs. Donc, ça veut dire que ces animaux ont mangé des quantités probablement importantes des granules de maïs dans les 2 jours avant le sacrifice. Un autre résultat un peu étonnant était qu'on a trouvé des grains d'amidon on ne peut pas dire avec 100% de certitude viennent du piment, parce que ça ressemble un peu à l'orge sauvage qui est connue de la région, mais c'est peu probable que c'est cette plante. C'est plus probable que c'est vraiment des grains d'amidon qui viennent du piment. Donc, ça veut dire que ces animaux auraient mangé du piment. Que nous se prendre, parce que pour nous, ça, c'est par une pratique auquel on est au courant actuellement pour l'élevage des lamas ou des alpacas, de donner à manger du piment, et qu'on a du mal à imaginer que les lamas des alpacas auraient mangé du piment volontairement. Donc, ça pose des questions s'il y avait des repas spéciaux qui ont été préparés et ils étaient éventuellement forcés à manger cette nourriture, parce que ça faisait partie de la préparation avant le sacrifice. On a aussi trouvé dans des quantités moins importantes, mais toujours présentes, des amidons des algarobos, que c'est un arbre épineuse désertique qui pousse dans les zones, qui fait ses gousses avec des fèves dedans qu'on peut broyer pour faire une espèce de farine.
et qui est mangé actuellement dans plusieurs parties de l'Amérique et qui était mangé dans le passé, ça c'est déjà constaté dans plein d'autres sites, sociétés américaines. Donc éventuellement, il y avait des fèves d'algarobo qui sont inclus dans ces derniers repas. On trouve des graines d'amidon d'haricots. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de l'alimentation neurotypique pour les personnes. C'était pas constaté dans le passé pour les camélidés ou aujourd'hui, mais pourquoi pas, hein, évidemment, c'est présent dans plusieurs individus, donc ils ont mangé. Et ce qui est intéressant aussi, on trouve le yucca, le manioc, qui est présent dans l'alimentation aussi. Et là, on ne peut pas savoir, il y a deux variantes de manioc. Il y a le manioc sucré et manioc amer. Et la différence, c'est la même espèce, la différence, c'est dans la quantité de cyanide qui est présente, cette poison qui est naturellement présente. Et donc, ça soulève la question si on a partiellement peut-être empoisonné ces animaux avant la mise à mort pour les affaiblir, pour faire plus facile de les amener et les abattre. Mais de toute façon, comme c'est une tubercule qui est souvent pas très bien conservée archéologiquement pour les macrorestes, c'est souvent jusqu'à récemment qu'on a développé ces études des microrestes absents dans les études archéobotaniques, mais pas forcément parce qu'ils ne faisaient pas partie de l'alimentation, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de les détecter. Donc le fait que c'est présent pour ces animaux nous fait réfléchir, commence à réfléchir sur éventuellement des recettes, comment ces éléments ont été combinés pour qu'ils apparaissent dans les derniers repas. Et dans ces points-là, on a remarqué il y avait pas mal de grains d'amidon qui étaient dégradés, qui étaient endommagés. Donc, on n'arrive pas à les identifier parce qu'ils sont détruits ou partiellement détruits. Ils sont souvent collés ensemble dans les masses. Et donc, c'est évident que la nourriture a été mangée, a été mastiquée, a été digérée. Donc, dans une certaine mesure, c'est normal de retrouver des graines qui sont dégradées. Mais c'est peut-être pas que ça, parce que certaines de ces espèces se conservent plutôt bien même après la digestion. Et il y a des études expérimentales qui ont été réalisées sur les amidons, plutôt pour l'alimentation humaine, mais de préparer des différents aliments avec différentes méthodes de cuisson, fermentation, de mettre dans le four, de mettre en eau bouillante, de voir si ça cause des dégradations différentes. Et on note que oui, il y a des différents types de dégradations associées avec différents traitements culinaires. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire avec beaucoup de certitude, mais c'est possible que ces animaux ont été donnés une préparation de un ou plusieurs de ces aliments qu'on a vus dans les diapos précédents. Éventuellement, de mélanger le piment avec le maïs, on ne sait pas. Et on voit des traces de ça
à travers ces amidons dégradés. Ou aussi, on se pose des questions sur si peut-être il y avait aussi, c'était une préparation liquide, parce qu'ils n'ont pas mangé, mais ils ont plutôt bu. Il y avait une question sur s'ils ont bu du chicha, et si le maïs a été fermenté pour faire de la bière. La dégradation qu'on voit n'est pas très conforme avec les traces qui laissent la fermentation dans les expériments, mais on ne peut pas exactement écarter pour l'instant. Donc ça, c'est des questions qui restent pour nous. Donc, c'est toujours une étude préliminaire, mais on pense que c'est la première étude de ce genre qui a été menée sur le contenu des stomas, des camélidés. Et donc, on a démontré qu'au moins on peut récupérer des micro-restes, parce que ça, c'était tout au début la question, est-ce qu'il n'y a rien de conservé? Donc, c'est conservé. Et des phytolithes, des graines d'amidon, des pollens, il y a aussi que je n'ai pas présenté, mais il y a une étude des parasites qui sont conservés dans ces restes et d'autres marqueurs des spores, des spores des champignons, des fongiques qui étaient présents dans l'environnement, qui donnent des pistes sur ce qu'ils ont mangé et le milieu où ils ont été élevés dans les derniers jours de leur vie. On a compris après cette étude que c'est le contenu intestinal qu'il faut privilégier, que c'est mieux conservé que les fesses, probablement parce que les fesses sont plus, ils ont sorti du corps, ils ont été sujets à plus des impacts des conditions taphonomiques après. Donc, il faut, s'il y a des cavités abdominales qui sont toujours assez bien conservées, il faut faire des prélèvements là. Donc, pour les phytolithes, on sait qu'ils mangeaient des graminées et avec des morphotypes qui sont associés avec le maïs, mais on ne peut pas éliminer sur la base des phytolithes des graminées sauvages de ce type Panicoideae. C'est avec l'étude d'amidon qu'on peut rajouter un autre niveau de précision que c'est clair qu'ils mangeaient des grains de maïs et éventuellement on dit un menu spécial qui était une combinaison du maïs, du manioc, des haricots et probablement de l'algarobo et le piment. Et donc, c'était intéressant de croiser ces analyses avec les études faites avec des isotopes stables qui ont montré que c'était possible que ces animaux ont mangé du maïs, mais on ne pouvait pas éliminer des graminées sauvages qui ressemblent au maïs. Et c'est avec les amidons qu'on peut dire non, on sait qu'ils ont mangé des graines parce que sinon il n'y a pas des graines d'amidon présents. Et donc, on ne peut pas dire avec certitude qu'ils ont mangé du piment ou le manioc, et on ne peut pas savoir s'ils ont mangé ça volontairement ou ils ont été forcés de le faire éventuellement pour faire une préparation, par exemple, avec le manioc amer qui va commencer à les affaiblir. Donc, pour les perspectives, parce que ça, c'est une étude pilote, juste pour voir si ça marche. Donc, il faut faire plus de recherches ethnographiques sur l'élevage des camélidés et voir s'il y a quelque part des éleveurs qui leur donnaient à manger le manioc ou le piment, même si ce n'est pas sur le côte. Dans d'autres parties des Andes, s'il y a une pratique de faire ça,
aussi ce qu'on a constaté est vraiment unique. Il faut augmenter la collection de références. On a une cinquantaine de plantes et ça, c'est pas assez, parce qu'il y a plein de formes de phytolithes qu'on ne reconnaît pas. Et donc, nos études archéobotaniques sont... il vaut ce qu'apporte la collection de références. Si on n'a pas une bonne collection de références, on ne peut pas arriver à des interprétations très précises ou très utiles pour les archéologues. Et donc, il faut qu'on continue la partie sur les phytolithes. Les phytolithes étaient un peu laissés à côté pour plusieurs raisons plus logistiques. Donc, pour l'instant, comme on n'a pas énormément des échantillons et la récupération n'était pas le meilleur possible, on a fait une étude de présence-absence. Et ce n'est pas vraiment quantitatif, donc il faut augmenter les échantillons, essayer d'améliorer la récupération des micro-restes pour qu'on puisse faire des études quantitatives et comprendre avec plus de certitude si, par exemple, s'il y a plusieurs différentes préparations végétales qui étaient proposées aux animaux, on peut confronter ça avec, on a des données d'âge et des couleurs de fourrure qu'on sait par des documents ethno-historiques étaient des caractéristiques prises en compte pour des animaux sacrifiés à des différents moments du calendrier. Il faut qu'on continue à croiser ces données botaniques avec des études isotopiques et avec l'étude des parasites, parce qu'on n'a pas vraiment essayé de voir pour l'instant l'alimentation et s'il y a une corrélation avec l'état de santé de ces animaux au moment de leur mort. Et donc, de croiser ces données un peu biologiques, alimentaires, avec des facteurs physiques de ces animaux, de voir si il y a certaines associations entre la couleur, entre l'âge et des éléments qui ont été consommés. Bon, ben, ça c'est tout que j'ai préparé pour aujourd'hui. Il y a des lectures qui sont associées avec les études de cas que j'ai présentées et un article qui est plus général, qui fait une synthèse sur des études archéobotaniques des divers types réalisés en Amérique sur les dernières décennies. Et je ne sais pas si vous avez des questions. Oui? Première question bête, probablement est très générale. Est-ce qu'avec les phytolithes ou les restes d'amidon, on sait déterminer quelle est la partie de la plante? Oui, avec... Le maïs, si c'est un grain qui a été mangé, la feuille, la tige, les racines? Oui, si c'est des grains d'amidon, ça c'est le grain. On sait que ça vient de l'épi. Avec des phytolithes, il y a des phytolithes qui sont les formes associées avec l'épi, des formes associées avec les feuilles, avec les tiges. Donc, c'est possible de savoir si ils ont mangé les déchets agricoles ou s'ils ont mangé des grains. Oui, justement. Et ensuite, on sait voir la différence entre du fourrage frais, qui sont dans une prairie morte, et la même herbe qui a été séchée et stockée. Ça donne quelque chose de différent? Ça, s'ils ont reçu ensemble du oui, fourrage, ou s'ils ont oui. sur place. Ça, je pense que ça, c'est plus compliqué de faire la différence. Oui, mais je ne suis pas sûre que... parce que, oui, je pense que ça va laisser les mêmes... Ça va donner les mêmes signatures, oui. Oui, le fait que ça a séché ne va pas modifier très peu ou pas suffisamment. Bon, en fait, les cellules bulliformes vont être comme dégonflées, mais les problèmes des bulliformes sont présents dans toutes les graminées. Donc, on ne peut pas dire que ça vient du maïs.
Mais ça peut être, oui, un indicateur si le graminé était plutôt dans des conditions humides ou une période sèche, éventuellement, oui. Je prends tout cas par là. Pourquoi ne pas aussi, enfin, il me semble qu'il y a moyen de trouver aussi l'amidon dans les dents. En tout cas, pour les néandertaliens, on a trouvé Oui. l'amidon de nénuphar. Oui. Est-ce qu'ici, les dents peuvent aider ou est-ce que l'abrasion Oui, 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 on peut. Je ne sais pas si ça dépend. J'ai demandé ça avec un collègue et archéologue qui m'a dit que pas toutes les espèces animales ont la même quantité de tartre sur les dents, donc ça dépend. Et je ne sais pas pour les camélidés. On n'a pas. J'ai pas posé des questions à Nicolas si il avait des dents avec des résidus, mais oui, ça c'est autre chose à tester. Oui. Si je peux encore poser une dernière, Oui. très générale, parce qu'on voit, on suppose que El Niño a provoqué. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Il y a plein de problèmes climatiques qui ont engendré plein de problèmes, mais il y a aussi des maladies. Je pense par exemple au mildiou qu'on a trouvé, enfin, il y a le mildiou de la pomme de terre, de la tomate qu'on a trouvé sur les vignes. Est-ce que ce genre d'éléments végétaux, enfin, si mes souvenirs sont bons, c'est microalgues, je crois, est-ce qu'on peut trouver ces traces qui pourraient expliquer pourquoi cette zone-là devient désertée, oui, non pas parce qu'il y a eu un mauvais climat, mais parce qu'en fait, il y a eu une affectation microbiologique. Théoriquement, c'est possible s'il y a des microfossiles non polliniques qui peuvent être conservés. Je ne sais pas spécifiquement si on a fait une étude comme ça, mais en théorie, c'est possible. Mais avec les préparations qu'on a fait en laboratoire, ça ne va pas être conservé. Mais éventuellement, avec un autre traitement chimique, c'est possible de le récupérer. Je trouve qu'on a souvent tendance, quand il y a un problème ou une migration ou un abandon de site, qu'il y a eu un problème climatique. Oui, c'est toujours un problème climatique. Voilà, oui. ou politique, mais parfois je me dis que si on regarde le cas de la pomme de terre en Irlande, où il y a une migration super importante, parce qu'ils avaient basé une grosse partie de leur alimentation, peut-être qu'une maladie du maïs ou oui, quelque chose pourrait provoquer justement un manque de nourriture pour une population. Oui, c'est possible. Il faut faire, je crois, un peu d'expérimentation de voir si ces traces peuvent être récupérées par ces processus chimiques, parce qu'ils sont assez forts, donc pas tout est conservé à la fin. Mais oui, pourquoi pas, c'est une hypothèse. Hein? Oui. Pardon, j'ai pas entendu la dernière partie de la question. Quand vous faites une collection de références, est-ce que vous pouvez utiliser d'autres études ou d'autres recherches? Ah oui. Si on fait une collection de références, donc on peut utiliser tout le temps qui ça reste bien. Il faut les renouveler de temps en temps parce qu'on perd des choses. On fait le montage, par exemple, des micro-restes sur des lames. On met des liquides qui peuvent se sécher avec le temps, mais on ne peut plus les retourner pour les étudier. Et même si la collection de références n'a pas été faite pour la région ciblée, il y a des similarités entre les espèces dans les mêmes familles. Il y a des familles qui sont très répandues dans le monde. Donc, on peut réutiliser une collection de références qui est faite pour notre région. C'est juste que c'est moins bien parce qu'on n'aura pas des espèces qui sont spécifiques. Mais donc, il faut qu'on reste sur des déterminations plus générales. Mais pour une première étude, souvent on fait ça, on n'a pas le budget pour aller dans une forêt très loin pour prélever. Donc on commence avec quelque chose le plus proche possible. Oui?
Non, à mon avis, non. Ils avaient fait des études isotopiques parce qu'ils ont réussi à avoir le point d'origine, mais je ne pense pas qu'ils ont fait des prélèvements sur les corps. Et là, je ne sais pas si parce qu'il n'y avait pas des choses préservées ou parce que c'était plus délicat, parce que c'était des humains et c'était plus facile de s'autoriser de faire ça avec des camélidés, je ne sais pas. Mais a priori, ça peut marcher de la même manière. De savoir s'ils mangeaient les mêmes choses comme les camélidés, hein, ça peut être intéressant de savoir. Oui? Déjà, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Bon, de rien. Mais sur le site de Zacapon, vous Oui. avez parlé d'une concavité avec le reste de charbon et de matière organique. Oui. Donc, je me posais la question, quel genre de reste de matière organique et qu'est-ce qu'on trouve plus exactement dans les zones dépotoirs à proximité des... Donc, dans le concavité, il y a des restes de charbon, il y a des restes de faune. Et pour l'organique, c'est ça. Mais ce sont des restes qu'on ne trouve pas dans les zones plus ouvertes du site. Et donc, dans les dépotoirs à côté, on trouve des céramiques, beaucoup de céramiques. On trouve des artefacts lithiques, mais si je me souviens, je pense que je ne dis pas des bêtises de dire qu'il n'y avait pas d'obsidienne dans les zones dépotoirs. Il y avait de l'obsidienne dans la concavité, en forme de lames prismatiques. Mais pensez-vous qu'il est possible que le fait d'avoir mélangé les restes phoniques avec les restes de charbon puisse être un moyen d'éviter que des charognards viennent sur le site? Oui, oui, vous n'êtes pas le premier à proposer ça. Donc, il y a des raisons d'hygiène qu'on a fait ça. C'est possible, ça peut servir une double fonction, mais on a d'autres exemples ethnographiques qui nous intéressent dans plusieurs différents groupes dans ces régions. Ils ont l'habitude, après la chasse, des serres de faire des rituels qui impliquent le feu, et tous les restes, les os du cerf et tous les restes du feu doivent être déposés dans des grottes. Et ils sont mis dans des nattes ou des tissus, et il y a des processions qui sont associées. Parfois, il faut passer par différents villages. Par exemple, les Huichols, on a vu ça. Donc, on ne sait pas si c'est lié, mais ça évoque un peu le même sens que ces restes comme ça, on ne les jette pas n'importe comment. C'est une hypothèse. Oui? Je me posais des questions par rapport à l'étude des camélidés, par rapport aux restes intestinaux qui étaient utilisés pour l'analyse. Déjà, comment est-ce que vous avez fait pour les extraire? Est-ce que vous avez abîmé du coup les enveloppes de camélidés? Et pour extraire ces informations, est-ce que vous avez dû détruire, à peu près à quel pourcentage vous avez dû détruire ces restes intestinaux pour pouvoir faire les analyses? Oui, c'est une analyse destructive, mais on n'a pas tout pris. Donc, on a des sachets, ça dépend de l'animal, combien on était présent, mais ce que j'ai compris, parce que je n'étais pas sur le terrain, mais ils ont prélevé tout ce qu'il est vu pour chaque animal. Après, pour avoir ces amidons, on n'a pas besoin d'une quantité très, très importante parce qu'ils sont microscopiques, donc quelques dizaines de grammes. Pour commencer, c'était suffisant. Peut-être il faut augmenter un peu pour récupérer plus, mais donc on a assez pour faire différentes tentatives. Par exemple, si on veut modifier la recette pour les traitements, mais c'est vrai que c'est un traitement destructif. On peut continuer à observer sur les lames le résultat, mais oui, une fois qu'on a fait des traitements, on ne peut pas recommencer. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je me demandais dans le premier cas d'étude, Oui.
à Malpaïs, donc on a pu observer une surexploitation à partir de l'étude de certains restes, mais est-ce que c'est une surexploitation qui est suffisamment intense pour qu'on puisse imaginer que ça puisse être la raison de l'abandon du site, ou bien c'est juste Non, un non, indice d'activité sans plus? non, je pense pas parce qu'il y avait toujours du bois présent et pour les utilisations quotidiennes, ça doit suffire. S'ils avaient besoin du pain pour faire des rituels, mais le pain n'était jamais un peu remis en question dans les pourcentages. Et il ne faut pas oublier que ça, c'est juste un secteur du site. Je ne pense pas qu'il y avait une dégradation qui provoquait l'abandon du site, et je pense que c'était pour d'autres raisons. C'est plus, ça montre qu'il y a une transformation du milieu qui est due à cette occupation qui était plus en plus grande. Mais transformation, ce n'est pas la même chose que dégradation. Ouais. Et alors, c'est une question subsidiaire par rapport à la question du référentiel. Donc, quand vous faites votre propre référentiel, pour l'amidon par exemple, vous chauffez les restes avec différents types de modes de cuisson pour avoir un référentiel cuit et pas cuit. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, Clarissa a fait à Nanterre justement de prendre des petits pois et de les préparer de différentes manières, de les broyer crus, de les faire bouillir et donc de faire des préparations. Et ça, il y a d'autres chercheurs qui ont fait ça. Et oui, ça laisse des traces qui sont un peu différentes selon les méthodes de cuisson. Ouais. Donc, si ça passait par le système digestif, donc ça complique la lecture, mais ça peut donner des pistes sur s'ils mangeaient des aliments crus ou c'était cuit. Et là, dans le cas des camélidés, il y a une hypothèse de repas préparé et chauffé. Oui, parce que aussi on a un peu de mal d'imaginer qu'ils ont les forcés de manger du manioc et du piment cru comme ça. Éventuellement, c'était une espèce de préparation. Ils étaient peut-être drogués et c'est pour ça qu'on a posé des questions sur le chicha, le bière de maïs. Ils ont peut-être bu. On posait les mêmes questions pour les enfants s'ils étaient ivres à un moment. Mais là, ce qu'on voit sur les amidons, ce n'est pas des stigmates associés avec la fermentation. Encore un grand merci pour cette présentation qui était très riche et effectivement en plus extrêmement claire d'un point de vue pédagogique. Merci beaucoup. Merci. Merci.